Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à Romain Ier Lécapène, empereur de l'Empire byzantin de 920 à 944. D'origine arménienne, il était un commandant militaire qui usurpe le trône impérial pour régner en tant que co-empereur avec l'héritier légitime mais encore mineur, Constantin VII, 945-959. Parmi les réalisations de son règne, il parvient à établir la paix avec la Bulgarie, une réconciliation entre les deux parties différentes de l'Église et l'instauration de réformes agraires pour empêcher l'aristocratie d'accaparer les terres des paysans. L'expansion de l'Empire en Mésopotamie, en Arménie et de plusieurs forteresses frontalières. Vous voulez en savoir plus sur Romain Ier? Venez avec moi. Le père de Romain Ier était un paysan arménien qui avait déjà aidé à sauver Basile Ier 867-886 des Arabes. En échange de cet acte, Théophylacte fut nommé dans la garde impériale. Romain voit le jour vers 870 et tout comme son père, il fait carrière dans l'armée byzantine et gravit progressivement les échelons grâce à son mérite jusqu'à devenir commandant militaire de la province samienne de l'Empire. Il accède ensuite au poste prestigieux de commandant de la flotte impériale en 912. Mais l'Arménien nourrissait des ambitions encore plus élevées. Lorsque l'empereur Léon VI meurt en 912, l'héritier qu'il avait choisi, Constantin VI, était encore mineur, âgé de 6 ans, et l'oncle du jeune souverain, Alexandre, saisit l'occasion et se déclare empereur. Le règne d'Alexandre ne dure qu'1 an, car sa vie de débauche le rattrape et il meurt dans l'hippodrome de Constantinople en 913. 2 autres régents survivent, Nicolas Ier, Mystikos, le patriarche de Constantinople, puis Zoé, la mère de Constantin VII. Ni l'un ni l'autre ne réussit à empêcher les attaques des Bulgares et en 919, Romain saisit sa chance de donner un autre régent pour Constantin VII, tandis que Zoé fut bannie dans un couvent. Connu sous le nom de Lécapène, qui se traduit par ignorant en raison de ses origines modestes, Romain avait reçu le soutien des partisans du jeune Constantin VII parce qu'il craignait que Zoé n'envisage de se marier avec la puissante famille des Phocas. Une fois Zoé mariée au général Léon Phocas, il était peu probable que Constantin VII gouverne un jour de son propre chef. Romain prit alors la relève et promit de protéger les intérêts de l'empereur en se nommant chef de la garde impériale dans le palais royal. Romain consolide ensuite sa position en mariant sa fille Hélène à Constantin VII en 919. Léon Phocas ne reste pas inactif face à cette manœuvre et cherche à s'emparer par la force de l'Empire byzantin. Une rébellion fut déclenchée, mais Romain fait diffuser parmi les troupes une lettre qui témoignait par écrit du soutien et de la confiance de Constantin VII à l'égard de Romain. Des copies de cette lettre furent diffusées dans le camp de Léon par un prêtre et une prostituée qui convainc les soldats que Constantin VII était le souverain légitime. Les partisans de Léon Phocas l'abandonnent et le général fut capturé et aveuglé. Romain s'attribue le titre de César en 920, puis 3 mois plus tard celui de co-empereur. Romain Ier allait encore plus loin en couronnant ses 3 fils co-empereurs, un statut supérieur à celui de Constantin VII. Il semble bien que Romain Ier ait eu l'intention de fonder sa propre dynastie. Pour consolider sa position et celle de sa famille, il fait épouser plusieurs de ses filles à de puissants clans aristocratiques. L'un des premiers actes importants du règne de Romain Ier fut la réconciliation entre les 2 camps de l'église byzantine qui s'étaient violemment disputés au sujet des 3e et 4e mariages de Léon VI, 886-912. Auparavant, le 3e mariage d'un empereur était considéré comme inacceptable. Lorsque Léon VI, qui n'avait pas d'héritier mâle, se marie pour la 3e fois, la crise connue sous le nom de tétragamie éclate. Le décret ecclésiastique appelé tome d'union fut adopté en 920 et sans condamner Léon VI, stipulait que son 4e mariage était illégal. L'influence de Romain Ier sur la politique de l'Église se renforce davantage encore lorsqu'il fait de l'un de ses fils le patriarche en 925 après la mort de Nicolas Ier, Mystikos. Romain Ier fut le premier d'une lignée d'empereurs qui tentent d'améliorer le trésor de l'État et le sort de la paysannerie en freinant la croissance des riches propriétaires terriens qui avaient englouti de petites parcelles de terres paysannes.
ce qui signifiait souvent une réduction des recettes fiscales de l'État, car l'aristocratie foncière était parfois exemptée de taxes en raison de son service militaire ou politique. En raison de nombreux paysans ayant perdu leurs terres, travaillant désormais sur ces domaines, ce qui représentait une perte fiscale pour l'État. En conséquence, Romain Ier adopte une loi en 922 qui interdisait à quiconque d'acheter de nouvelles terres à moins d'en posséder déjà dans le village en question ou d'avoir un autre lien, comme l'explique l'historien T.E. Grégory. Romain conçut un système de protimezis qui établissait clairement l'ordre dans lequel les terres paysannes pouvaient être achetées. Ainsi, les membres de la famille, les copropriétaires et les voisins avaient la priorité dans un ordre soigneusement défini. Ce n'est que lorsque personne de ces catégories n'était en mesure d'acheter la terre que celle-ci pouvait être vendue à des étrangers. Romain se rend même compte qu'il y aurait certainement des violations de ces principes, et il déclare que les biens acquis illégalement devraient être restitués sans compensation. Ces mesures n'ayant pas eu le succès escompté, un autre édit fut adopté en 934 constatant que les propriétaires terriens continuaient de toute façon à acquérir de nouvelles terres et que celles-ci devaient être restituées à la paysannerie. Le problème du contournement de la loi par les grands propriétaires terriens continuera à peser sur les réformes foncières des successeurs de Romain Ier, et le véritable problème sous-jacent de l'extrême pauvreté qui poussait les paysans à vendre leurs terres ou qui les empêchait d'en acquérir d'autres subsisterait lui aussi. L'Empire byzantin était depuis longtemps aux prises avec l'ambitieux Siméon Ier le Grand, roi des Bulgares, 893-927, qui se lance à l'assaut de Constantinople au cours des années chaotiques qui suivirent la mort de Léon VI. Protégés par les imposants murs de Théodose, les deux camps savaient que la capitale pouvait résister à n'importe quel siège. Et lorsque la tentative de Siméon d'obtenir l'aide navale du califat fatimide en Afrique du Nord échoue, Romain Ier était parvenu à les soudoyer pour qu'ils demeurent neutres. Le chef bulgare accepte un généreux tribut, le titre d'empereur de Bulgarie, et abandonne son offensive. Les guerres contre les Bulgares se terminent finalement à la mort de Siméon en 927, ce qui permet à Romain Ier de se concentrer sur d'autres offensives. Pour assurer une paix durable avec la Bulgarie, Romain Ier, en plus de payer un nouveau tribut généreux, était prêt à offrir au successeur de Siméon, Pierre Ier, sa propre fille Marie en mariage. Le talentueux général Jean Kourkouas fut chargé de mener des campagnes en Arménie et en Mésopotamie afin de consolider et d'étendre les intérêts byzantins dans cette région. Des affrontements peu concluants aboutirent finalement à une victoire significative et à la prise de Mélidène, dans l'est de la Cappadoce en 934. Le général arabe, qui devint l'ennemi juré de Byzance, était l'émir Hamdanide de Mossoul et d'Alep. En dépit d'une alliance entre l'Empire byzantin et le califat abbasside, Saïf inflige une défaite à Kourkouas en 938 sur le Haut-Euphrate et remporte une autre victoire importante près d'Alep en 944. Cependant, l'année précédente, Kourkouas avait réussi à s'emparer des forteresses frontalières mésopotamiennes. Enfin, en 944, le général byzantin assiège Édesse, en Haute-Mésopotamie, et oblige la ville à céder le célèbre linceul, censé porter l'empreinte de Jésus-Christ. Les fils de Romain Ier firent fièrement défiler le Mandylion dans les rues de Constantinople, après quoi il fut entreposé dans le palais royal, où il y reste pendant les 250 années suivantes. En 941, la Rousse de Kiev, descendant des Vikings qui s'étaient installés autour de Kiev, lance une attaque ratée contre les murs de Théodose de Constantinople. Le feu grégeois, l'arme secrète de l'Empire byzantin composé d'un liquide inflammable, permet de venir à bout des navires vikings en mer, et l'arrivée de Jean Kourkouas, rappelé d'Asie, permet également de les mettre en déroute sur terre. Malheureusement, pour les plans dynastiques de Romain Ier, son fils aîné, le plus compétent Christophe, meurt en 931, et les deux autres fils, moins brillants, firent un mauvais choix politique en invitant Constantin VII à se joindre à eux en 944 pour évincer leur père. Romain Ier avait fait comprendre qu'étant donné la mort prématurée de Christophe, il était peut-être dans l'intérêt de l'Empire byzantin d'avoir Constantin VII comme unique empereur, avec la fille de Romain Ier comme consort, afin de maintenir un lien familial et de perpétuer la lignée.
Lorsque ses deux fils eurent vendu du projet de désigner Constantin VII comme héritier officiel, ils organisent un coup d'État contre leur père en décembre 944 et le bannirent dans un monastère. Heureusement pour Constantin VII, le retour du trône à la lignée légitime bénéficie d'un soutien important à la cour, et les fils de Romain Ier furent chassés de Constantinople le 27 janvier 945. Constantin VII put enfin monter sur le trône de plein droit à l'âge de 39 ans. Romain Ier, toujours dans un monastère des îles des Princes au large de Constantinople, meurt le 15 juin 948. Comme on l'a vu, fils d'un paysan arménien, amiral de la flotte, Romain Ier marie sa fille Hélène au jeune Constantin VII en 919 et s'empare du pouvoir en 920. Il limite les pouvoirs des grands propriétaires, reprend en asile offensif contre les musulmans, fait la paix avec les Bulgares et bat les Russes devant Constantinople. Il est renversé en 944 par ses fils et relégué dans l'île de Pronti. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.